que le Conseil supérieur de la magistrature ait la même qualité d'information que la chancellerie. Et pour ce qui est du temps de l'information, il faut le temps de la transmission de l'information au Conseil supérieur de la magistrature, le temps de traitement de cette information, mais surtout que le temps de l'avis corresponde au temps de la décision. Si l'avis est donné trop tardivement sans pouvoir peser sur la décision, ça n'est qu'un avis de façade. Temps de l'information, mais également qualité de l'information. Quel intérêt y aurait-il, et je parle pour moi, c'est moi en tant que professeur qui intervient, quel intérêt y aurait-il à demander l'avis du Conseil supérieur de la magistrature qui serait fondé uniquement sur des informations reçues par le ministère de la Justice? Est-ce que cet avis est totalement informé? Ne faut-il pas que, logiquement, le Conseil supérieur de la magistrature ait les moyens lui-même d'aller rechercher l'information au-delà de ce qui lui est fourni pour donner un avis éclairé et motivé? Ça suppose de donner les moyens au Conseil supérieur de la magistrature d'agir. Pas simplement une petite cellule, pas simplement 3 personnes supplémentaires pour le plafond d'emploi pour pouvoir y répondre. Mais ça suppose qu'il ait les moyens d'investigation. On peut également ici faire le lien avec le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire. Tout se tient et tout est interdépendant et en réalité cohérent. Lorsque l'on est en matière disciplinaire, on peut regretter que le Conseil supérieur de la magistrature n'ait pas un pouvoir d'inspection qui lui soit propre et qu'il doive décider par rapport au rapport d'inspection fait par ailleurs. En matière budgétaire, ce serait la même chose. Est-ce qu'un avis en matière budgétaire ne conduit pas nécessairement à se poser la question d'une inspection propre au Conseil supérieur de la magistrature pour obtenir les informations nécessaires et donner un avis éclairé? Donc s'il y a consensus sur l'implication du Conseil supérieur de la magistrature, encore faut-il que ce ne soit pas un avis totalement formel et artificiel, avis qui d'ailleurs devrait être articulé avec les autres avis. On a parlé d'une implication. Alors l'avis du CSM serait certes stratégique et pluriannuel, on aurait également des avis des conférences. Certains ont invoqué dans la salle un avis des syndicats de magistrats. Il me semble qu'à partir du moment où on a un avis du Conseil supérieur de la magistrature, celui-ci doit concentrer tous les avis pertinents et être la courroie de transmission pour être plus efficace. Il vaut mieux, en matière de lisibilité institutionnelle, ce qui a été dit tout à l'heure, que ce soit le CSM qui soit l'interface, même si les interlocuteurs ne sont pas toujours les mêmes. Voilà pour ce qui est de l'implication du Conseil supérieur de la magistrature. La question maintenant de savoir si on peut aller au-delà d'une implication et si on peut aller vers une responsabilisation du Conseil supérieur de la magistrature dans la décision budgétaire. Cette responsabilisation, il faut bien voir qu'un préalable qui vous a été magnifiquement présenté, et je pourrais aller vite, c'est déjà que le Conseil supérieur de la magistrature soit lui-même responsable de son propre budget, ce qui est absolument extraordinaire, mais ce qui n'existe toujours pas. Je reprends les mots de mon collègue qui disait qu'il n'y a aucun gain en termes d'autonomie à faire du CSM une mission. Si on le veut une véritable autonomie et si on le veut que cet organe constitutionnel puisse agir en toute indépendance, eh bien, il faut qu'il soit reconnu en qualité de pouvoir public. Il est quand même extrêmement regrettable que le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature aille négocier le budget avec le secrétaire général du ministère de la Justice. En termes d'affichage et de totale indépendance de cet organe constitutionnel, il me semble que c'est problématique. Et on a, là encore, un concert de propositions. Ici, cela fait consensus, c'est la proposition 21 du rapport. Ça est également la proposition du rapport bas, qui préconisait que l'autorité judiciaire ayant rang constitutionnel, elle devrait être traitée par équivalent aux autres institutions. Il faut donc que le Conseil supérieur de la magistrature puisse être reconnu comme pouvoir public pour avoir cette capacité à gérer son propre budget, ne pas être soumis à des indicateurs de performance, ne pas pouvoir gérer les différents budgets de fonctionnement et autres en toute souplesse. Et le montant de son budget annuel prouve bien qu'il n'y aurait pas de difficultés particulières. La dernière étape, c'est évidemment la responsabilisation du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui est de la décision budgétaire de toute l'autorité judiciaire. Pierre Galmaz-Goyon a proposé, a présenté l'option de manière absolument parfaite. Je ne ferai que répéter de manière moins informée ce qu'il a dit. Mais effectivement, ici, il y a une vraie difficulté. Et la première difficulté qui peut se poser est de se dire qu'on a parfois, et c'est de manière récurrente affiché, un malaise à sentir que l'autorité judiciaire n'est pas traitée à l'équivalent
de la justice administrative ou de la justice financière. Le rapport le précise bien, il précise bien tous les arguments qui sont opposés à cet alignement de l'autorité judiciaire avec la justice administrative ou financière. J'attirerai simplement votre attention sur le fait que tous les arguments sont des arguments gestionnaires, comptables, de difficultés managériales. On va parler, l'argument principal qui est affiché, c'est le problème de la volumétrie. Le budget n'est pas le même. Le nombre de juridictions n'est pas le même. Oui. Alors, on doit simplement, à ce moment-là, et c'est le professeur de droit qui parle, s'interroger sur le fait que l'on met sur le même plan, d'un côté, un principe, garantie des droits fondamentaux, qui est l'indépendance de l'autorité judiciaire, et de l'autre côté, des difficultés à gérer les choses. Est-ce que l'on peut véritablement faire barrage à un principe avec des contraintes budgétaires, managériales, de gestion? Il ne me semble pas. Deuxième chose à souligner, on peut craindre également, à vouloir renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature dans l'implication dans la décision budgétaire, qu'il se retrouve comme en état d'apesanteur juridique et qu'il soit hors sol, sans contrôle. Mais il faut souligner que l'indépendance, comme le dit l'écrivain Bourgeot, l'indépendance n'est pas une récompense, l'indépendance c'est une responsabilité. Ça veut dire que être indépendant financièrement n'exclut pas le contrôle, n'exclut pas la supervision et n'exclut pas non plus que la plus grande responsabilisation d'un Conseil supérieur de la magistrature qui pourrait, comme aux Pays-Bas ou dans d'autres États, en Suisse, aller présenter un budget au Parlement, quitte à passer par l'entremise de Matignon, soit en réalité, sortir totalement de tout contrôle et avoir une décision politique sur le montant du budget. Il me semble qu'ici, il y a un équilibre possible, un équilibre à créer. Alors certes, le rapport avait envisagé également la possibilité de donner cette mission à la Cour de cassation, ce qui évidemment peut être séduisant, mais peut poser des difficultés. Je suis personnellement beaucoup plus favorable à ce que ce soit le CSM, pas du tout parce que j'en suis membre, mais parce que il me semble que ce serait également une révolution, mais pourquoi pas, dans la conception que l'on se fait de la hiérarchie judiciaire. Il n'y a pas aujourd'hui de hiérarchie véritablement de la Cour de cassation vis-à-vis des juges du fond. Je rappelle, quitte à me mettre tout le monde dans cette salle à dos, quasiment, que les premiers présidents de cour d'appel, comme les procureurs généraux, ne sont pas évalués par les membres de la Cour de cassation. Je rappelle également que si on peut avoir des difficultés à avoir des membres du Conseil supérieur de la magistrature spécialistes en matière budgétaire, on aurait la même difficulté à la Cour de cassation. Quoi qu'il en soit, que ce soit la Cour de cassation ou le Conseil supérieur de la magistrature, évidemment, il y a ici des prospectives séduisantes que l'on peut creuser, mais qui ont des conséquences extrêmement fortes et extrêmement importantes. Donner une plus grande autonomie de décision financière au Conseil supérieur de la magistrature signifie qu'évidemment, et c'est tout à fait juste, il faut transférer en gros la DSJ de la chancellerie au Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ce n'est pas faire du ministère de la Justice un ministère de la loi? C'est évidemment aller très loin. Mais en réalité, les missions du CSM s'épaulent mutuellement. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à donner un avis sur toutes les lois? Je ne le pense pas nécessairement. Mais en revanche, que le CSM puisse donner un avis éclairé sur toutes les lois ou les dispositions qui touchent à l'organisation judiciaire, oui, cela me semble un minimum. En tout cas, il est certain qu'ici, la réflexion n'est pas totalement mûre, qu'on est dans une prospective parce qu'il s'agit de changer profondément de paradigme. Je vous le dis puisque je vous livre mon positionnement. Mon positionnement, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas mûrs. Et nous ne sommes pas mûrs parce que cet accompagnement, ce passage d'une conception de l'institution judiciaire à l'autre, suppose de repenser profondément le Conseil supérieur de la magistrature lui-même, puisque l'on passerait d'un Conseil supérieur de la magistrature à un Conseil de justice, ce qui suppose de s'intéresser à la composition de ce Conseil supérieur de justice, à l'ensemble de ses compétences, et l'on voit que dans d'autres pays où on a un véritable Conseil de justice, qui est reconnu comme pouvoir judiciaire, on a une autre manière de concevoir son rôle et sa composition. Nous sommes donc, en
réalité en marche vers une indépendance financière de l'autorité judiciaire, mais comme il s'agit de droits fondamentaux, et je veux véritablement insister là-dessus, je finirai par les propos de Václav Havel qui disait que l'indépendance, ce n'est pas un état de choses, l'indépendance est un devoir. Je vous remercie.